Hey, coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo qui va parler du bilan de 2024. Ici, je vais m'attarder sur les lectures que j'ai préférées. J'ai pas envie de faire une vidéo coup de cœur, j'ai déjà expliqué pourquoi, mais de mes meilleures lectures. Alors, il y aura deux catégories. Là, mes lectures préférées au format roman et au format graphique. J'ai élargi un peu le champ par rapport à d'habitude où je prenais vraiment la crème de la crème. Là, j'ai voulu aller plus loin. Bah déjà parce que ça fait 6 mois que je fais plus de vidéos et il y a des titres dont j'ai envie de parler. Et puis, ça me permet de parler de plus de choses sans entrer non plus dans trop de profondeur et vous faire un bilan lecture. C'est pas le but non plus, mais juste de vous montrer et puis d'avoir aussi une trace personnelle. Faut savoir que cette année, je me suis moins pris la tête que les années précédentes. J'ai beaucoup plus d'abandon, alors j'ai pas compté, mais je pense qu'on n'est pas loin d'une dizaine, si c'est pas plus. Cherche plus à comprendre. Je lis une centaine de pages, ça passe pas, ça dégage. Et du coup, on va dire qu'il y a eu une période entre septembre, octobre, fin septembre, début octobre, jusque début décembre, où franchement ça a été compliqué. Il y a une lecture sur deux, c'était pas ça. Le Scary Spooky Challenge cette année, j'ai pas eu un grand cru, on va dire. Je suis vraiment dans une ambivalence où c'est soit ça va, soit ça va pas. Il y a forcément eu des désillusions sur des titres que je pensais aimer, que j'ai pas aimé. Donc c'est parti, je vous parle de tout ça. Alors je les ai mis dans l'ordre chronologique parce que j'ai un carnet de lecture en fait et j'ai feuilleté le carnet de janvier à décembre et du coup je notais au fur et à mesure. Je vais faire tous les graphiques en premier et ensuite je reviendrai sur les romans. Donc je ferai en sorte aussi qu'il y ait un chapitrage, comme ça si ça vous intéresse pas les graphiques, vous pouvez directement aller sur la partie roman. Le premier graphique que j'ai lu, que j'ai adoré, c'était en tout début d'année. C'est Le Voyage de Shuna de Hayao Miyazaki. Vous savez mon amour pour Miyazaki, pour le studio Ghibli. J'aime beaucoup ce qu'ils font, j'aime beaucoup leur manière d'amener de la poésie tout en amenant des choses intelligentes. Je crois qu'il est paru aux alentours de novembre, puisque je me rappelle que je me l'étais offert pour mon anniversaire. Et c'est un titre qui date des années 80 et ça date d'avant le studio Ghibli. Et du coup, quand on lit Le Voyage de Shuna, qui est un récit fantasy, initiatique, voilà, il n'y a rien d'extraordinaire, parce que ça date, comme je vous dis, des années 80, donc depuis on a fait beaucoup d'autres choses. C'est pour certaines personnes, je pense notamment à Margot qui l'a lu et qui a trouvé que c'était bien, mais sans plus. Ça aurait dû avoir le même impact sur moi, mais je sais pas. Le dessin à l'aquarelle qui était superbe. C'est pas vraiment un manga en fait, on est plus sur un livre illustré parce que c'est pas avec des cases comme une BD pour la France ou un comics comme aux États-Unis. Donc ouais, on est plus sur un espèce de conte. Et on retrouve à l'intérieur de ce récit, oui, je crois qu'au début c'est un jeune homme, donc Shuna, qui part à la recherche de graines pour son village, des graines pour faire pousser du blé, parce qu'en fait les gens sont en train de mourir de faim, et du coup il va partir à travers une contrée, il va avoir des dangers, tout ça, voilà. Il n'y a rien d'extraordinaire dans le synopsis, et quand on le lit c'est la même chose, mais je sais pas, il y a une poésie qui s'est dégagée, en plus comme j'ai vu, alors je sais pas, je crois pas que j'ai vu tous les films Ghibli, il me semble qu'il y en a que j'ai pas vu, mais on retrouve un peu l'essence et de ce qui va advenir des films après, comme le Château ambulant, Le Voyage de Chihiro, Princesse Mononoke, et on retrouve même Nausicaa. On sent beaucoup la présence des éléments qui vont faire partie de l'univers de Nausicaa après, et ça fait vraiment un melting pot de ce que ça va donner. J'ai trouvé ça super intéressant, c'est très joli, j'ai passé un excellent moment. Après je peux comprendre qu'on soit pas non plus ébahi, mais avec moi ça a marché de dingue, je suis le premier surpris. Et en plus c'était dans un format un petit peu hardback, donc le livre est vraiment joli, et je sais que je l'ai encore et que je vais le garder, et je me suis offert un beau cadeau d'anniversaire. Autre série, alors là on est plus sur une série shonen. Donc le shonen, pour ceux qui ne savent pas, c'est destiné à un public adolescent, en général masculin, parce qu'on va dire que le pendant du shonen c'est le shoujo qui va être plus sur des histoires romantiques. Le shonen ça va être plus sur des histoires comme Dragon Ball, Senseiya, vous savez, où on a un jeune héros qui est dans un récit également initiatique et qui va rencontrer des adversaires de plus en plus forts, et lui-même va commencer à grandir, il va s'entourer d'amis, d'alliés pour contrer ses adversaires. Voilà, c'est un peu ce genre de récit. Donc vous avez Naruto, vous avez One Piece, Dragon Ball et d'autres. Et du coup, dans tout cet univers de manga, il y a un titre qui est sorti, alors je sais plus s'il y a 2 ou 3 ans, parce qu'il y a déjà 15 volumes, alors je sais pas, 15 volumes, en sachant qu'il y a 6 tomes par an environ,
ça doit faire 2 ans, qui est sorti Dan Dan Dan. Alors j'ai plus le nom de l'auteur sous les yeux malheureusement, parce que vous savez je vais incruster des images, donc je prends pas les... bref, vous verrez le nom là, je ne sais plus. Et j'en ai entendu beaucoup d'éloges, ça m'a rendu curieux, puis j'ai dit bah tiens je vais essayer, il y avait une offre comme ils font régulièrement, vous avez le tome 1 plus le tome 2 pour le prix d'un manga. J'ai pris ça et j'ai découvert ça au Scary Spooky. J'ai dit tiens, en fait en gros l'histoire, on suit Momo Ayase qui est une jeune fille qui croit dur comme fer aux fantômes. Et elle aimerait faire l'expérience de ça, elle est à fond dans ce genre de phénomènes paranormaux. Et à côté de ça, vous avez Okarun qui s'appelle Ken Takakura, qui lui est fan des extraterrestres et il y croit. Jusqu'au jour où Ken est dans sa classe, donc on va l'appeler Okarun, parce que il y a toute une histoire autour de ce pseudo que va lui donner Momo Ayase, enfin bref. Et il se fait un peu bolos par tout le monde, enfin il se fait toujours plus ou moins harceler, c'est un petit peu l'intello de la... intello, je sais pas s'il est intello, mais le petit marginal de la classe qui est un peu refoulé par tout le monde. Et elle va voir ça, ça va l'agacer, parce que c'est une fille qui a vraiment du caractère, et elle va se mettre à côté de lui, et elle va le défendre. Lui, il va tomber un petit peu sous son charme, quelqu'un fait attention à lui, voilà, il y a le syndrome derrière qui se développe de « oh, elle est gentille avec moi ». Et il va commencer à discuter avec elle, et il va lui dire bah, « moi je crois aux extraterrestres » et tout. Elle fait « ouais, les extraterrestres c'est n'importe quoi ». Elle fait « le seul truc qui existe c'est les fantômes ». Et ils se disent « ok, on fait un deal, tu te rends sur un lieu où il est censé y avoir des yokai, donc des esprits... c'est dans le folklore japonais, et il dit, toi en échange, tu vas dans cette usine désaffectée, je crois que c'est une usine désaffectée, tu te rends au rooftop, enfin bref, tout en haut de l'immeuble, et tu verras, on voit, normalement il y a des ovnis qui apparaissent et tout. Elle dit, ok, marché conclu. Donc ils vont chacun dans leur lieu, ils ont un téléphone avec eux, et ce qui doit arriver arrive. Okarun se retrouve face à un yokai qui est Meme Turbo, et Momo Ayase, elle se retrouve face à des extraterrestres, elle se fait même enlever, et voilà, ils lui veulent pas que du bien. Et de là va naître une amitié entre les deux, et il va découler plein de trucs. C'est complètement barré. Je trouve que l'univers change de ce qu'on peut voir d'habitude, qui est beaucoup plus classique quand vous regardez des titres. Alors attention, quand je dis ça, je dénigre pas parce que j'aime beaucoup. Quand vous regardez Naruto ou Dragon Ball, c'est vraiment similaire. C'est toujours des jeunes qui sont au début petits, qui sont orphelins, rejetés par tout le monde, qui vont devoir prouver leur valeur, et ça va leur donner encore plus la hargne pour y arriver. Là, on n'est pas du tout dans ce truc-là. Les deux personnages en plus sont assez jeunes, se parlent, ils n'hésitent pas à se vanner. Il reste assez, je trouve, ça pourrait être des jeunes de tous les jours. Et j'ai trouvé ça drôle, ça part un peu dans tous les sens, il y a l'humour un peu olé olé par moment. Et c'est malgré tout très maîtrisé, au fur et à mesure l'auteur va commencer à nous donner des indices sur ce qu'il veut faire, et ça reste très cohérent. Bon, bien évidemment, on va rencontrer d'autres personnages qui vont venir s'agglutiner avec les deux héros principaux, donc ça va grossir le groupe d'amis, et c'est vraiment cool. Il y a un animé qui existe sur Netflix, si vous voulez le voir, il y a la première saison qui est sortie entièrement, il y a 12 épisodes qui doivent assumer 6 ou 7 tomes de la série, qui est vraiment sympa aussi. En plus, moi je l'ai regardé en français parce que j'ai la flemme de regarder en VO. Et sous-titré. Et franchement, le doublage est vraiment sympa. Moi, j'ai passé un excellent moment. Là, je dois lire le tome 15 parce que je me suis enfilé les 14 tomes. Bah, encore une fois, c'est un cadeau d'anniversaire que je me suis fait cette année. Et très agréablement surpris. Je trouve que l'humour, par la suite, change un peu parce qu'au début, quand ils sont tous les deux, moi, j'ai eu carrément des gros éclats de rire en lisant le manga. Ça m'arrive pas souvent. Et ça reste malgré tout assez rafraîchissant, ça change un peu de ce qu'on peut lire d'ordinaire et qui est peut-être qui est peut-être plus attendu. Là, ça change un peu, même si dans le fond, il y a certains trucs qui restent identiques, mais voilà. Et puis il y a une petite romance, parce qu'il y a une petite attirance entre les deux, entre Momo Ayase et Okarun qui se développe, et c'est tout kiki, mais c'est sans être trop cucu. Et j'adore ce type. Autre manga que j'ai adoré, encore une fois je n'ai pas le nom des auteurs sous les yeux, je vous le mettrai là. Je vous avais parlé il y a quelques temps d'une duologie qui s'appelait Season Life, sur un homme qui apprend qu'il va mourir d'un cancer et il va retrouver l'assassin de sa fille. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais beaucoup aimé ce manga. Et le même duo d'auteurs a fait un autre titre qui s'appelle Confession, qui est aussi bien, qui est toujours chez Panini, qui est vraiment sympa. Où on suit deux amis qui sont en montagne. Un des deux amis se blesse, donc ils doivent se réfugier dans un chalet parce qu'il y a une tempête de neige qui arrive. Manque de bol, il y a des suspicions et de la parano qui s'installe. Et du coup, on va être dans un huis clos, mais super sympa, super haletant. J'en ai parlé pas plus tard que cet après-midi avec Stéphanie qui l'a lu. Et franchement, l'intrigue, elle tient en peu de mots.
On reste dans une même pièce et pourtant le manga est quand même assez conséquent et on ne s'ennuie pas un seul instant. Le dessin j'aime beaucoup. Si vous aimez les thrillers ou ouais cette ambiance un peu là, allez-y jusqu'à la fin. Franchement il y a rien à jeter. C'était vraiment top, avec une tension à couper au couteau, il faut le lire d'une traite tellement c'est prenant, quoi. C'était vraiment génial. Autre manga one shot également que j'ai lu pendant le Scary Spooky Challenge aussi, c'est paru chez Omake Books, ça s'appelle Sayuri, et là on sera sur la thématique de la maison hantée. Un père de famille achète une maison avec ses économies de toute une vie, et arrivé dans cette maison, il commence à se passer des trucs très chelous. L'ambiance est pesante, tout le monde commence à tomber plus ou moins malade, on sent qu'il y a une malédiction qui se trame dans cette demeure. Le récit commence comme ça s'installe tout doucement, parce qu'à la base c'est une duologie qu'ils ont rassemblée dans un seul tome pour l'éditeur en France. Et si au début ça paie pas de mine, et je sais pas, j'ai été super pris dans l'intrigue, ça a pris une direction que je m'attendais pas, et j'ai trouvé que ça renouvelait un peu tout ce qui est thématique de maison hantée, parce que j'en ai vu pas mal en film ou en livre. Et là j'ai été agréablement surpris, j'ai beaucoup aimé le dessin, le déroulé des choses, et j'ai passé un super moment aussi. Et c'était vraiment sympathique. Le dernier manga de cette série, alors c'est un tome 1, je crois qu'il y a 6 tomes me semble-t-il, c'est paru chez Mangetsu. Ça s'appelle PTSD Radio. Si vous aimez Junji Ito, allez-y, c'est très bizarre. C'est plein de petites histoires l'une derrière les autres, et on finit, je pense, hein, je déduis parce que j'ai pas lu la suite. La suite sort au mois de février, je crois. On déduit qu'il va y avoir un lien entre toutes ces mini-histoires, on ne sait pas où on va. Il y a cette idée un peu de, comme on est sur l'idée de radio, de changer de station, vous savez, avec le bouton, et de retrouver une autre histoire, mais le dessin est saisissant. Je trouve qu'il y a une atmosphère qui se dégage de ce titre qui était vraiment cool. On comprend pas tout, mais c'est pas grave. On est un peu pris à partie dans ce récit que j'ai trouvé vraiment glauque, malaisant. Le fait qu'on perd tous nos repères, c'est aussi très intéressant. Et on revient, du coup, on va être sur la première histoire, on va passer à d'autres choses, on revient sur la première histoire, on n'arrive pas trop à savoir, ça fait un peu comme un puzzle. Il faut essayer de reconstituer les pièces. Et franchement, c'était top. Je m'attendais à quelque chose, je l'attendais ce titre-là. J'avais toujours un peu d'appréhension que ça ne matche pas avec moi, et au final, au-delà de mes espérances, c'était vraiment très cool et très bien. Passons au roman. Tout d'abord, dans mes meilleures lectures, bon celle-ci je vous en ai déjà parlé, donc je ne vais pas revenir dessus pendant 1000 ans, c'est Wayward Pines. Je ne peux pas trop vous parler de cette histoire, c'est juste un homme qui se réveille dans une ville, il ne sait pas comment il a atterri ici, et il va commencer à enquêter, parce que c'est un ancien flic ou quelque chose comme ça, je crois, je suis pas sûr, en plus je l'ai lu il y a un moment. Et au fur et à mesure qu'il va avancer, qu'il va essayer de rattacher les morceaux pour découvrir qu'est-ce qui se passe, c'est de plus en plus flou. On comprend de moins en moins. Jusqu'à la fin du récit, on comprend rien. On se dit, mais l'auteur, il fait quoi? Ça va faire plouf à la fin. Et au final, non. Quand on comprend, on fait, putain, c'était super intelligent. Fallait y penser. Littérature popcorn, ça se lit hyper bien, hyper vite. Vous avez la chance que les 3 tomes soient déjà parus. Tentez le tome 1 si vous aimez, vous verrez le tome 2 et le tome 3 sont un petit peu différents, mais reste très cool. Je dirais pas que c'est ma lecture de l'année, loin de là, mais j'ai passé un excellent moment, ça m'a sorti une panne de lecture. Quand on met le nez dedans, on a vite fait de le terminer, c'était hyper sympa, et toutes les personnes que je connais dans mon entourage, il y a 90% des gens qui l'ont lu, qui ont surkiffé. Donc, vous pouvez y aller les yeux fermés. Autre bonne lecture, alors là dans un tout autre registre, on est plus dans un true crime, c'est paru chez 10-18, ça s'appelle American Predator, c'est de Maureen Callahan, oui je m'en rappelle, j'ai lu ça en tout début d'année, chez Margot qui l'avait lu fin d'année d'avant, elle m'en a parlé, elle m'avait donné hyper envie, ça faisait un petit moment que je l'avais ce titre, et je me suis dit faut que je me lance, et waouh, la claque, c'était top. Alors faut laisser le temps au récit de s'installer, et parce qu'on est sur une histoire vraie avec la découverte d'un tueur en série, mais vous n'êtes pas prêts. Faut laisser le temps à l'histoire de s'installer. L'autrice prend le temps de vous expliquer le contexte, pourquoi, du comment, et au bout d'un moment, quand ça démarre, moi, à travers le récit, à travers le livre, mais waouh, j'avais peur de la personne qu'on m'a décrite. Alors les monstres, on dit qu'ils n'existent pas, je peux vous dire que les monstres ils existent et ils sont dans ce livre. C'était absolument ahurissant, j'arrivais pas à lâcher mon bouquin tellement c'était prenant mais en même temps angoissant, stressant.
Et le machiavélisme, l'intelligence également, mais très noire du tueur, c'était un truc hallucinant. J'ai jamais, pourtant j'en ai lu des true crime, et j'ai regardé aussi certains documentaires, mais là j'étais sur le cul de savoir, et ce mec-là, en fait, il aurait pu ne jamais se faire toper, quoi. Le truc, je peux pas vous en dire plus, mais si vous aimez les true crime, que vous ne l'avez pas lu, foncez, vous ne serez pas déçus. Franchement, c'est extraordinaire. Enfin, extraordinaire. Vous voyez ce que je veux dire? Je dis pas que c'est formidable. La lecture est extraordinaire. Autre petit texte que j'ai lu, alors là on est plus sur une nouvelle de Théophile Gautier, si je ne dis pas de bêtises, oui c'est ça. C'est La Morte amoureuse. Donc pourquoi j'avais acheté ce titre? Ah, parce que j'avais lu, en fait, chez Mangetsu, ils sortent la collection des jeunes Jito. Et à la fin, il y a toujours une postface d'une personne qui va parler de l'œuvre de Junji Ito à travers le titre qu'on vient de lire. Et du coup, des fois, il donne des indices, ça m'a fait penser à tel livre, à tel truc. Et il parlait de La Morte amoureuse. J'ai dit, tiens. Et moi, j'avais dans ma palle le roman de la momie, que j'ai abandonné, de Théophile Gautier. Et j'ai dit, tiens, La Morte amoureuse, ça a l'air d'être pas mal. J'ai bien aimé les thématiques qui se dégageaient dans ce récit. Il faut savoir que Junji Ito, régulièrement, c'est plus des nouvelles qu'il écrit que des histoires entières. Il en a, mais beaucoup moins. Et je me suis dit, tiens, j'ai bien aimé ce récit-là, je tente très bien. Donc il existait en Librio à 2 €, je crois. Il y avait 2 histoires, il y avait La Morte amoureuse et une autre derrière, je ne sais plus le titre. Et c'était vraiment sympa. J'ai passé un excellent moment. Pourtant, c'est un titre assez ancien. On est dans des titres un peu plus classiques. Il y a un petit peu de détails et tout, mais j'ai aimé cette idée. Alors, on ne sait pas trop si on suit pour faire l'affaire courte, un prêtre qui arrive à la fin de son cursus pour être ordonné prêtre, justement. Il se retrouve à la cérémonie pour qu'on le... Alors je sais pas les termes exacts, mais pour qu'on officialise la chose. Et là, il voit devant lui une femme, et d'un seul coup, il tombe éperdument amoureux de cette femme, et il se dit, est-ce que je dois rentrer dans les ordres? Et du coup, ne pas céder à une histoire d'amour, parce qu'on n'aura pas le droit, il devient prêtre, donc il doit refuser le plaisir de la chair. Et où, d'un seul coup, la femme, il y a quelque chose qui se dégage comme une... ouais, quelque chose d'hypnotique, de un peu surnaturel, et alors qu'il était persuadé 30 secondes avant qu'il était fait pour être prêtre et que l'amour ce sera pas pour lui, quoi. Et il va se passer des petites choses. Alors le récit n'est pas très long, mais c'était vraiment, moi ça m'a hypnotisé aussi, j'ai beaucoup aimé la plume, j'ai adoré ce que j'ai lu, et c'était vraiment une super lecture courte mais intense. J'ai découvert également Philippe Besson, que j'avais jamais lu. Alors depuis j'en ai lu 2, il m'en reste un à la maison, il faut que j'en lise d'autres. C'est Arrête avec tes mensonges, donc un récit autobiographique. Il y a eu un film qui est sorti également, où Philippe Besson nous reparle de son adolescence. Alors je sais pas si c'est de l'autofiction, si c'est romancé, si ça s'est exactement passé comme ça je sais pas. Mais voilà, il nous parle de sa jeunesse, quand il avait, je sais plus, 16-17 ans, il est au lycée je crois. Il se sait homosexuel et il va découvrir ses premiers émois amoureux, tout ça. Du coup, il va sortir avec quelqu'un qui n'assume pas et qui veut pas que ça se sache. Donc voilà, c'est un petit peu une relation un petit peu toxique, on va dire. Et on découvre aussi toute la nostalgie d'une époque. Alors je crois que lui, il est à l'école dans les années 70 ou 80, je ne sais plus. Et il arrive à nous faire transmettre cette nostalgie de cette époque et tout. Il y a un peu l'insouciance, la découverte de certaines choses. C'est fait avec beaucoup de pudeur, mais j'ai beaucoup aimé la plume de Philippe Besson, avec des phrases assez courtes, d'après mes souvenirs. Et c'est à lire d'une traite. En général, Philippe Besson écrit des histoires assez courtes, donc vaut mieux les lire d'une traite. Et j'ai passé, moi, si on me l'avait conseillé, et j'ai passé un super moment avec ce titre que j'ai également beaucoup aimé. Là, je reviens brièvement sur ce titre. Je vous en ai déjà parlé dans les autres vidéos, donc je vais pas m'attarder. C'est la trilogie Léa Blackwood. Voilà. Si vous aimez l'urban fantasy, allez-y. Si vous aimez Buffy, il y aura un petit plus parce que vous découvrirez énormément de choses qui vous feront sourire. Il y a des clins d'œil, des fois c'est fait avec des gros sabots, mais c'est pas grave parce qu'on apprécie. J'ai beaucoup aimé cette trilogie où on suit une jeune chasseuse avec ses 2 amis. Et depuis qu'ils sont tout jeunes, ils ont été formés à chasser les démons, les loups-garous, les vampires. Et ils grandissent et il va se passer des petites choses dans cette ville. Et voilà, on sent que l'autrice, elle s'en cache pas elle-même, Anne-Sophie Billet, donc c'est chez Doshin Édition, avait elle-même été et elle-même fan de Buffy. Et on le sent, l'amour de Buffy qu'elle a pour cette série, et on sent où est son inspiration. Si vous n'avez jamais vu Buffy ou que ça ne vous plaît pas mais que vous aimez l'urban fantasy, vous pouvez y aller aussi, hein.
vous n'aurez pas les refs à certaines scènes. Par exemple, à un moment, on va dans le lycée de Léa Blackwood, et il nous parle de la bibliothèque du lycée, c'est exactement celle qui est dans la série de Buffy, quoi. On la reconnaît. Donc voilà, il y a toujours des clins d'œil et tout, mais si vous n'avez pas les refs, c'est pas grave, ça se lit super bien. C'est sans prétention et j'ai passé un excellent moment également. Autre titre, alors là c'est pour public averti, c'est pas pour tout le monde. J'étais dans un petit creux de la vague cet été et j'avais dans ma palle Screaming Boys, qui est à la base un titre qui est paru dans la collection Carnage, donc c'est des titres d'horreur avec du... c'est très graphique, hein. On n'est pas là pour faire juste peur. Il y a vraiment, c'est sanguinolent et tout, hein. C'est pas pour tout le monde. Et d'ailleurs, l'autrice Violaine de Charnage l'a ressorti en auto-édition parce que la collection est en pause, je crois, actuellement. Donc, il n'y a plus de stock au niveau de l'édition de la collection Carnage que moi j'avais eu en salon. Donc, elle l'a réédité elle-même. Elle a rappelé ça. Alors, moi, c'est Screaming Boys et elle a appelé ça. Je sais plus le titre. Je vous mettrai. Je perds la tête. Je sais qu'il y a Island dedans, mais je ne sais plus le. Je ne sais plus. Bref, on suit des jeunes mannequins, donc vous voyez bien, des BG bien foutus et tout, qui doivent se rendre sur une île pour une télé-réalité, je crois, quelque chose comme ça. Et arrivé là-bas, il va y avoir, on est sur un slasher. Slasher Island, voilà, c'est ça le titre. On est sur un slasher, il y a un méchant qui est là et qui commence à tuer tout le monde, mais on ne sait pas pourquoi. Alors c'est très graphique. Elle y va pas avec le dos de la cuillère, franchement, c'est très aussi très sexuel, c'est même, voilà, Violaine ne s'en cache pas, c'est du porn gore, franchement il y a des scènes, voilà, c'est... Pour certains je pense que ce serait très problématique, mais elle ne s'en cache pas, elle le dit direct, et je sais que quand on lit Violaine, voilà, elle se donne aucune limite, et elle est trash de ouf. Mais là, elle a mis une dose d'humour, donc on reconnaît bien un petit peu les scénarios, les... procédés narratifs qui existent dans les slashers au cinéma. Elle a reproduit ça, mais voilà, elle rend le truc un peu ridicule. Même si en le rendant ridicule, elle arrive à y glisser du féminisme. Et moi, j'ai passé un excellent moment. Franchement, c'est le meilleur livre de mon été. J'ai explosé de rire à des moments. Alors, il faut avoir cet humour, tout le monde ne l'aura pas. Mais j'en ai parlé avec elle d'ailleurs quand je l'ai vue au Frisson Festival en octobre. Mais franchement, c'était topissime. Mais voilà, faut avoir le cœur bien accroché. Faut aimer ce genre de lecture. Sinon, vous allez avoir les yeux qui vont saigner, quoi. C'est pas la peine d'y aller. Vous risquez de trouver ça vulgaire, grossier. Voilà, faut partir pour la déconne. Elle a voulu déconner. Elle l'a fait à fond, mais elle l'a fait très bien. Et moi, j'ai adoré cette lecture. Et elle a dit qu'elle continuera peut-être. Alors, je sais pas si elle ferait une suite à Slasher Island, mais un autre titre dans la même veine, et moi je suis de ouf si elle recommence parce que c'est trop bien. Autre livre, alors je l'ai mis en déception sur mon tag, mais il faut que j'en parle malgré tout, j'en ai déjà touché de quelques mots. C'est l'ami imaginaire de Stephen Chbosky, un titre que je devais lire depuis des lustres, que j'ai fini du coup par me mettre à lire. C'est un petit peu long à démarrer, mais on suit un jeune garçon avec sa mère qui échappe à... La mère échappe à son conjoint, enfin son copain, parce qu'il la maltraite et tout, voilà, donc elle décide de se barrer et elle veut se cacher le plus loin possible parce que s'il la retrouve, voilà, elle va passer un sale moment. Et avec son gamin c'est toute sa vie, donc elle lui refuse rien et on voit tout à travers les yeux de cet enfant. Ils arrivent dans une nouvelle ville et franchement, faut laisser le temps au livre de s'installer. Les premiers chapitres, voilà, faut le temps qu'il vous présente un petit peu le contexte, qu'il présente les personnages, vers quoi on dirige, mais une fois que l'intrigue se met en place, c'est un petit peu long, mais une fois que l'intrigue se met en place, l'auteur vous tient, ne vous lâche plus. C'est une bavasse, je crois qu'il fait 700 ou 800 pages, moi j'arrivais pas à le lâcher. Seul petit bémol qui fait que ça n'aura pas été la lecture de l'année, c'est qu'il y a pour moi 200 pages en trop, l'auteur veut aller un petit peu too much dans ce qu'il fait, et à un moment, voilà, ça matche plus autant, c'est dommage, parce que sinon, le titre était excellent, et je suis pas le seul je le dis parce que je suis pas le seul à avoir fait cette remarque. Énormément de monde à l'époque où il est sorti le disait, et moi je comprenais pas. Et je dis, je vais le lire pour vérifier. Effectivement, y a un petit souci là, mais ça reste franchement très très bien à lire. Hein. Allez-y, franchement, ça reste une très bonne lecture. Autre titre, alors celui-là, il va se placer dans le top 3 de mes lectures. Je l'ai lu au mois de novembre, ou décembre. Peut-être décembre.
Je crois que c'est au mois de décembre. Vous vous rendez compte, on est début janvier, j'ai déjà oublié ce que j'ai lu au mois de décembre. J'ai lu en lecture commune avec Céline Lecture, c'est Visqueuse de Morgane Cossarieux. Morgane Cossarieux, c'est pareil, c'est une autrice un peu à la même image que Violaine de Charnage, qui ne se refuse rien, qui va écrire de l'horreur, mais où il y a quand même un fond derrière, et il y a vraiment pareil, du féminisme, et c'est vraiment bien maîtrisé, parce que Morgane sait ce qu'elle fait, et s'y connaît en horreur. J'avais lu Vertèbre, qui était paru au Diable Vauvert comme Visqueuse, que j'avais beaucoup aimé, qui était plus young adulte, on va dire. Elle a sorti Danteven que je n'ai pas lu. Et là, c'est Visqueuse. Il faut savoir qu'à chaque fois, elle reprend une grande créature horrifique. Donc dans Vertèbre, c'est le loup-garou. Dans Danteven, c'est les vampires. Et également, Visqueuse, c'est la sirène. Et j'ai adoré le contexte. On est dans les années 30. On se trouve dans un petit village rural. Il se passe des trucs. On suit une petite gamine voilà, qui est handicapée. Elle en prend plein la tête. Elle a un père qui est violent, qui n'est pas forcément gentil. Et ce père-là va trouver une sirène qu'il va séquestrer chez lui. Et c'est comme ça que l'histoire va commencer. J'ai trouvé ça absolument génial. Avec Céline, on était tous les deux très enthousiastes en lisant ces lectures. Et il faut savoir que Céline et moi, quand on fait une lecture commune, on s'envoie des vocaux, mais voilà. On piaille bien comme puis on rigole. Enfin, franchement, avec Céline, je passe toujours des excellentes lectures communes. Et ce livre-là était top ici. Il y avait une touche de féminisme. Il y a aussi tout un hommage qui est rendu au cinéma des films de la Hammer avec les monstres de l'époque. Le monstre, je crois que c'est du Lagon Noir. Il y a Nosferatu et tout ça. Il y a toute cette ambiance-là. Et c'était topissime comme livre. J'ai franchement adoré. Pareil, encore une fois, pour un public averti. Parce qu'il y a des choses un petit peu choquantes. Avec Céline, on était là, t'as lu le passage là? Parce qu'on le fait en découpage avec Céline. Parce qu'elle va lire beaucoup plus vite que moi sinon. Et du coup, Céline a la gentillesse que ça la dérange pas. Donc du coup, à chaque fois qu'il y en a un qui a fini sa partie, on est là. Bon, j'ai lu la partie du jour, je te fais des vocaux. Donc on débrief. Et je dis, t'as vu ce passage là et tout, machin. Mais un sans faute, c'était très bien. Moi, le seul que j'ai pas aimé, je ne sais plus le titre. Né dans l'ombre, la part d'ombre, je sais plus exactement, il y a une histoire d'ombre, qui est une suite à Danteven. Et Danteven, Céline m'a dit, lis-le, franchement, il est très bien. La suite, j'avais pas trop aimé, mais est-ce que c'est parce que je manquais de références par rapport à Danteven? Alors, Danteven est sorti une première fois et il a été ressorti là récemment. Mais je me le procurais parce que j'ai aimé Vertèbre, j'ai aimé Visqueuse, donc je veux vraiment lire Danteven. Et Morgane Cossarieux est une autrice que je vais suivre de près parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Mais encore une fois, public averti, il faut aimer l'horreur et il faut aimer un petit peu le trash. Parce que pareil, elle ne se censure sur rien. Et comme quoi, il n'y a pas que les hommes qui savent écrire de l'horreur, les femmes le font d'une façon très différente, mais très bien aussi. Et j'espère que dans les mois, les années à venir, il y aura plus de littérature horrifique écrite par des femmes parce que ça vaut vraiment le coup. Autre titre que j'ai découvert, que je viens de terminer il n'y a pas très longtemps, je vous en touche deux mots, que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est Ces mots que nous taisons, de Agi Bruchmidt. On est sur une romance, mais c'était trop top. On est dans une romance, mais la romance ne prend pas le pas sur le reste. Il y a vraiment un contexte qui est dans un hôpital, et on est vraiment face à un épisode de Grey's Anatomy. On suit deux personnes qui ont vécu, donc un médecin qui est presque titulaire, qui est dans sa dernière année d'études où vraiment il va décrocher bientôt le poste de chirurgien, et une jeune qui est en deuxième année, qui se fait muter dans cet hôpital, et tous les deux ont un secret, ils ont des mots qu'ils taisent. Voilà, on va être sur quelque chose d'assez lent, ils vont pas tout de suite sauter dans les bras et tout, et on assiste aux opérations et tout. Si vous aimez Grey's Anatomy, allez-y chez Gourmand, c'est topissime. Voilà, je voulais juste en toucher un petit mot. Comme je suis pas venu depuis longtemps, je préfère parler de plus de lecture. Un petit mot aussi, cette année j'ai bêta lu le roman à paraître de Abel Frost. J'avais déjà bêta lu, j'avais la chance de bêta lire les 3 tomes de sa trilogie d'Anne. Et là on est sur un autre registre. Je peux dire le titre parce qu'il l'a déjà annoncé, c'est Des vampires sous nos pieds. Je l'ai bêta lu. Alors, je ne l'ai pas dit ça à Abel, je ne sais pas s'il verra cette vidéo, mais je le dis là, maintenant je peux le dire, il y a du recul. Vous savez, il vous envoie le manuscrit, en fait, la version, mais pas finale. La version que nous, on va lire avant que lui fignole selon ce qu'on va lui faire comme retour et voir si ça confirme certains doutes qu'il a sur son histoire. Et j'étais pas chaud dans le sens où j'accumulais les déceptions. Tu vois, je dis, oh, je vais être pas loin d'encore... avoir un coup de mou, plus envie de lire.
puis je dis là je dois lire 100 trucs, et je sais que je veux rester vraiment discipliné, être objectif, même si Abel Frost est une personne que j'apprécie, et on discute ensemble assez régulièrement, je l'ai déjà vu en vrai et tout. Je veux quand même rester objectif. Je veux pas lire le truc et me dire c'était trop bien, alors que je le pense pas, donc je le fais avec bienveillance, mais je dis toujours, mais je lui fais un retour vraiment sincère à chaque fois. Et là, je me suis dit, waouh, faut que je lise le livre, il me reste un mois, je vais toujours prendre un peu le temps, parce que je veux prendre le temps de lire le livre par séquence, donc je le découpe. Je prends un papier, un crayon, et je marque mes retours, ce que j'en pense. Et ensuite, à la fin, une fois que j'ai fini le livre, je me laisse le temps de digérer cette histoire, de vraiment me laisser décanter tout ça. Et ensuite, je prends mes notes et je lui rédige ce que j'en ai pensé. Bon, il peut nous donner comment on appelle ça, une grille pour qu'on cède et tout, mais on peut le faire aussi nous-mêmes. Moi, je suis la grille, c'est plus simple. Et là, j'étais là, je suis pas dans un bon bout de lecture, je vais lire ça, ça va pas le faire, j'ai pas le choix, je me suis engagé, voilà. J'essaye de faire au mieux. Eh ben, j'ai commencé à lire son bouquin, j'ai surkiffé. Très vite, je suis rentré dans l'histoire. Il m'a attrapé, et jusqu'à la fin, j'ai trouvé ça génial. Bon, bien évidemment, faut bien garder en tête que c'est pas un roman définitif, qu'il y a encore des choses à retravailler. Malgré tout, j'ai trouvé ça top. C'est très différent de ce qu'il a fait avec Dan, mais c'était absolument génial. J'ai passé un excellent moment. J'ai hâte qu'il sorte pour le relire dans sa version retravaillée et définitive. Mais voilà, je voulais en parler, ça fait partie quand même de ces lectures que j'ai vraiment beaucoup aimé cette année, et je voulais en faire mention. Et je vous en parlerai quand il sortira. Et pour finir, cette année, il y a la lecture. Alors des fois, il y a des années où je ne l'ai pas. L'année dernière, c'était Zephyr Alabama. Cette année, la lecture que je vais placer tout en haut. Un titre qu'on a très peu vu tourner. C'est vraiment dommage. Je l'ai lu en lecture commune avec Maureen. Alors, je sais plus son pseudo, je sais que c'est Maureen avec des chiffres derrière, mais je me souviens jamais. Ça s'appelle Le soleil se lèvera demain. C'est paru aux éditions Slalom. C'est de Aurélie Massé. Pareil, je vous en dirai peu parce qu'il faut découvrir le livre encore une fois. Je vais dire, Laurent, à chaque fois, tu nous dis rien. Mais là, franchement, c'est vrai. Quand le livre commence, on suit un jeune homme ou une jeune fille, je ne sais plus, qui se réveille dans un métro désaffecté. Elle sait pas pourquoi elle est là. Elle est amnésique, elle ne sait pas ce qu'elle fait là. Et en déambulant dans les couloirs, elle va découvrir d'autres personnes. Ils vont être 5 au final. Et les 5 sont amnésiques, ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Ils se posent la question, et voilà. Et au final, ils vont finir par avoir des bribes qui vont revenir dans leur mémoire. Donc nous, quand on commence le livre, on est comme eux. Parce que du coup, l'autrice fait le choix de ne rien nous dire à nous non plus. Donc quand le personnage se réveille, on le suit, et nous, on ne sait pas ce qui s'est passé, et on est comme eux, on ne comprend rien. Et au final, l'histoire va se dérouler, je ne vous dirai pas de quoi il en cause, et vaut mieux y aller sans savoir. J'ai fini ce livre dans un état. Sans vous mentir, je suis arrivé au dernier chapitre, j'avais le livre devant mes mains comme ça, et je voyais mes larmes qui tombaient carrément sur mes vêtements. C'était pas juste une petite larme qui coule, c'est vraiment, je pleurais quoi. J'ai fini le livre, je me suis mis à pleurer, j'avais un gros chagrin, comme un petit garçon qui vient de se faire gronder par sa maman. Je suffoquais, j'arrivais plus à respirer, j'ai posé le livre et je me suis laissé pendant 5 minutes le temps de vivre mon émotion. Il a fallu revenir, j'ai pris une claque avec ce titre. La plume d'Aurélie Massé est superbe. J'ai acheté d'ailleurs un autre livre d'elle qu'il faut que je lise aussi. Mais oh là là, c'était plein d'émotions. Je trouve que c'est un livre qu'il faut qu'il soit lu par tout le monde, que ce soit des enfants ou des adultes. C'est un livre qui devrait être lu dans les écoles. Elle aborde des thématiques, je pense que moi ça m'a touché parce que je me suis reconnu dans certains personnages, dans certaines situations, et ça a réveillé un petit peu des traumas que j'avais, et des petites cicatrices se sont rouvertes, je pense, le temps de la lecture. Mais c'était extraordinaire. Pourtant la couverture paye pas de mine, je trouve pas que c'est un dessin extraordinaire, et pourtant, et c'est dommage parce qu'il y a des titres qui tournent et tournent sur un stock que moi j'ai pas trouvé extraordinaire et qu'on voit partout, et d'autres titres comme celui-ci qu'on ne voit pas du tout passer mais qui est vraiment génial. C'était intelligent, plein d'émotions. La plume de l'autrice, je l'ai beaucoup aimé, et waouh, et ça reste ma meilleure lecture de cette année quoi. C'était vraiment je crois que j'ai jamais autant été impacté émotionnellement par un livre, même si je vous avais déjà parlé de T.J. Klune et de La Maison au milieu de la mer céruléenne qui m'avait fait beaucoup pleurer. Je sentais le truc arriver en fait, je savais que l'émotion, parce qu'il savait où appuyer, T.J. Klune, c'est ça. C'est comme quand on lit du Bret Easton et Cherry en romance, elle sait où appuyer pour faire pleurer
le lecteur. Et là, c'était différent, mais je suis arrivé à la fin du livre, je le relirai, hein. Mais je m'attendais pas à autant être impactant. C'était extraordinaire. C'est du young adulte, mais franchement, allez-y. Allez-y à n'importe quel âge. Ça vous parlera à tous. C'est... Oh, quand j'y repense, c'était formidable, ma meilleure lecture. Lisez Le soleil se lèvera demain de Aurélie Massé. C'est une lecture extraordinaire. Voilà, je m'arrête ici. J'ai enfin fini cette série de vidéos. Je suis très content d'être revenu. Je vais essayer de trouver un nouveau rythme pour les vidéos à venir. Et je vous dis, je ne serai pas là toutes les semaines comme avant. J'espère que ces vidéos vous plairont aussi. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut.